C'est Classico. Steve Nadjar. Zoom maintenant sur l'arrivée de Léo Messi en MLS à l'Inter Miami et on rejoint Antoine Latran du site Culture Soccer. Bonsoir Antoine. Petit problème de connexion avec Antoine Latran qu'on va retrouver dans un instant. Bonsoir Antoine et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Antoine Latran, quels ont été les premiers effets de la signature de Messi dans le championnat nord-américain, notamment en termes de billetterie? En billetterie, déjà, il n'y a plus de place pour voir Messi ou que ce soit. Tous les clubs qui avaient déjà la billetterie ouverte pour les matchs face à Miami sont totalement sold out. C'est assez rapide. Et en termes de follow, forcément, l'Inter Miami, sur tous les réseaux sociaux, ont dépassé les quelques chiffres qu'ils avaient déjà. Ils ont dépassé plusieurs franchises aussi de NBA, de NHL, de NFL. Donc, ça a un effet assez impressionnant. Outre les retombées médiatiques qui sont juste énormes pour la MLS, il n'y avait plus de ça depuis Beckham en 2007. Il est déjà ou presque déjà rentable en anticipant ses recettes à venir, notamment en termes de billetterie, peut-être aussi de sponsoring? C'est difficile à dire, mais oui, probablement, parce que la MLS sait qu'elle prend un pari assez impressionnant en termes de salaire, parce que non seulement elle le paye beaucoup, mais en plus elle lui donne des parts dans le deal avec Apple TV, elle lui donne des parts dans la vente de maillots, elle lui donne la possibilité d'investir dans une franchise au futur, donc elle lui donne un sacré paquet de salarial. C'est clairement parce que c'est que le retour sur investissement va être assez impressionnant, côté Amérique latine notamment, côté Argentine forcément, et puis juste l'impact global qu'on aura dans le médiatique. Donc après sa carrière de joueur, il peut devenir aussi un acteur de la MLS comme dirigeant à l'instar de Beckham. Ouais. C'est ça, ouais. Beckham, quand il signe en 2007, il a une clause dans son contrat qui dit qu'il peut créer une franchise où il veut à la fin de son contrat pour 25 millions de dollars, alors qu'à l'époque, les franchises se monnaient autour de 100 millions. Aujourd'hui, une franchise coûte 500 millions. On n'a pas donné le même droit à Lionel Messi. Ça aurait fait quand même un droit assez énorme, mais on lui donne le droit d'investir dans une franchise. Elle n'est pas nommée. C'est The Athletic qui rapporte ça, donc on ne sait pas où il investira. On ne sait pas si c'est Miami ou non. Il aura apparemment dans son contrat une clause lui permettant d'investir dans une franchise de son choix. Benjamin, une question pour Antoine Latran. Ouais, Antoine, bonsoir. Si on revient 3 minutes ou même 30 secondes sur le terrain, parce que si je ne dis pas de bêtises, ce qui m'arrive assez souvent, l'Inter Miami est dernier de sa conférence. Qu'est-ce que ça vaut l'Inter Miami sur le terrain? Parce que c'est quand même aussi un peu important au-delà de tout le deal financier pour lui. L'Inter Miami, c'est un club qui a connu les grosses difficultés en MLS depuis qu'ils sont arrivés. Déjà, ils arrivent en 2020 pendant le Covid. C'est pas facile pour gérer un effectif. Le premier entraîneur se fait virer assez rapidement. Il y a Phil Neville qui arrive ensuite et qui se fait justement licencier il y a 3 semaines si je dis pas de bêtises. Ils sont derniers de leur conférence. Leur effectif est très moyen pour un club de MLS. L'académie commence à peine à sortir des joueurs en plus. On a quelques stars, notamment Rodolfo Pizarro qui a joué en sélection mexicaine. En France, on connaît Corentin Jean. Le nom, il a pas mal été cité lorsque Messi a signé. Mais globalement, c'est un effectif assez faible. Et Messi sera là pour essayer de les qualifier en play-off. Mais c'est pas un effectif qui pourra jouer les premiers titres en MLS. En tout cas, pas cette année. On parle de nouvelles rumeurs avec des arrivées qui rejoindraient Messi, comme on l'a fait dans le passé d'ailleurs, des Busquets, des Suarez. Ils vont pas tous signer à Miami du jour au lendemain. Mais on pense qu'avec l'arrivée de Messi, ils vont quand même essayer de construire un effectif un peu plus compétitif, sachant que, dernière petite news, mais Miami est sous le coup des sanctions financières. Ils ne peuvent pas forcément se financer comme ils voulaient, puisqu'ils ont menti sur certains salaires à la Ligue, notamment celui de Blaise Matuidi, et donc ils ont un cap un petit peu plus restreint que les autres équipes pour encore une saison. On devrait le voir jouer sa première rencontre fin juillet, c'est ça Antoine? Il est actuellement en tournée en Asie. On n'est pas encore certain, mais c'est intéressant parce qu'il y a la MLS et surtout cette année il y a la première de la Leagues Cup, qui est une compétition estivale en juillet-août avec tous les clubs MLS et tous les clubs mexicains mis ensemble. Et on pense que ça sera un peu ce premier match compétitif seront à ce moment de cette compétition qui en plus est joué dans des stades encore plus grands, qui est faite pour attirer le public mexicain vers la MLS. Donc ça aura un impact encore plus grand. Dans quelle mesure, on a parlé tout à l'heure des Émirats et du Qatar, dans quelle mesure ce transfert de Messi contribue au soft power sportif américain alors que les États-Unis vont organiser une Coupe du Monde dans 3 ans aux côtés du Canada et du Mexique? C'est un peu le même état qu'il y avait eu avec Pelé dans les années 70, puis Beckham dans les années 2007. Ça avait un gros coup de projecteur et à chaque fois, contrairement à l'Arabie Saoudite ou la Chine, c'est vraiment un moment soudain dans l'histoire où on met tous les investissements d'un coup. Là, ça fait partie de la progression qui était un petit peu linéaire de la MLS et qui
progresse petit à petit pour avoir aujourd'hui, c'est une ligue par rapport à 2007 quand Beckham est arrivé, c'est une ligue qui a ses propres stats spécifiques du soccer quasiment dans chaque ville, qui a des systèmes de formation qui marchent bien. Et là, 2023, c'est une année assez spéciale. Donc il y a Messi qui signe, il y a un nouveau deal avec Apple TV pour les droits de retransmission pour essayer de justement générer plus d'intérêt autour de la MLS et plus de revenus. On a la Coupe du Monde en 2026, bien évidemment. On a la Leagues Cup, la compétition dont je parlais, qui se lance pour la première fois cette année. Et on a aussi une Copa América en 2024 qui se jouera aux États-Unis. Donc, ça fait partie vraiment d'une progression qui est soudaine. Une dernière question de Javier Prieto Santos de SoFoot. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Bonsoir déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters à l'Inter Miami ? Et est-ce qu'ils connaissent Lionel Messi ? Parce que j'ai vu passer des choses sur les réseaux sociaux. J'en ai vu une dire Missy Elliott. Et donc là, ça m'inquiète un peu. Est-ce que Messi sait que c'est pas le sport numéro 1 déjà aux États-Unis, quoi ? Je pense qu'il le sait. C'est pas le sport numéro 1. Après, il y a beaucoup de fans de foot. Les fans de MLS, c'est plus compliqué. C'est un peu le profil qu'il y a dans tous les États-Unis. C'est qu'il y a beaucoup de fans de Première Ligue, notamment de Liga. Les audiences sont très bonnes pour ces championnats-là. Pareil pour le championnat mexicain. La MLS, en tant que telle, a du mal encore à attirer via notamment les audiences télévisées. Le stade de Miami est assez petit, 18 000 places. C'était pas l'une des meilleures fanbases de MLS. Elle a connu aussi des complications, notamment des résultats assez nazes et une première année sous Covid. Maintenant, je pense qu'avec Messi, forcément, tous les Argentins, tous les Mexicains qui sont à Miami vont arriver. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, près de Miami, il y a un hôtel qui s'appelle le Hard Rock Plaza qui avait lancé un Messi Burger en accord avec Lionel Messi. Et les ventes du burger ont vraiment quadruplé dans la semaine. Donc rien que ça, je pense qu'on aura des nouvelles audiences, notamment des fans argentins qui vont pouvoir mettre un peu plus d'ambiance dans le stade de Miami et c'est pas plus mal. On est sur combien de packages du coup annuels sur Messi parce qu'on parle beaucoup des sommes qui sont prises en Arabie Saoudite, etc. Mais là, on est en... C'est quoi le total de revenus annuels pour Messi ? Le problème, le salaire, on ne le saura que l'année prochaine parce qu'on a l'association des joueurs qui lâche les informations sur les salaires qu'une fois par an. Ce sera l'été prochain, je pense. Mais d'après les rumeurs, non seulement il y a le salaire, mais en plus il y a des parts dans Apple TV, dans le deal avec Adidas et pour une prochaine franchise dans le futur. Merci beaucoup Antoine Latron d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à votre site Culture Soccer. Très bonne soirée. Merci à vous. Messieurs, on va continuer à parler de légendes in West. Ouais. D'accord. Non, sur Messi, je voulais dire un petit mot sur de son départ à Paris, de son interview à Marca. On peut en dire un mot. Calme-toi. C'est à gerber. Mais c'est pas étonnant, mais c'est à gerber. Voilà. T'es déçu par le bonhomme ? Je suis déçu par le bonhomme, je suis déçu par son passage à Paris. Je disais ici la semaine dernière, et puis mon ami Alex n'était pas d'accord avec moi, que voilà, il avait eu aucun amour pour le PSG, qu'il avait pris son chèque et qu'il avait aucun attachement à ce club. Il l'a dit au monde entier, il a été pas heureux à Paris. Comment tu oses dire ça ? Les sommes que t'as gagnées, l'accueil que t'as eu, enfin. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, Benjamin. Moi je disais, t'as écouté ce qu'il nous a dit notre ami là des États-Unis ? Mais arrête un peu. Moi je disais juste c'est à gerber, voilà. Mais si on a encore. Je te rejoins sur Messi. Je disais juste qu'il avait été mal utilisé par le PSG, c'est pas pareil. Je disais que le PSG. C'est à gerber. Mais si on va juste pour continuer finir sur Alexis, on MLS, peut plus, on va continuer sur pardon, MLS. à parler de légendes. Je suis désolé, on a beaucoup de soins à passer. Mais qui avait été plus jeune. Je vous l'ai dit en intro, Sonny Anderson nous a accordé une interview il y a quelques jours. C'était à l'occasion, il est là. C'était à l'occasion de la présentation du championnat du monde des clubs vétérans, dont la première édition se tiendra l'année prochaine au Rwanda. Et je lui ai demandé son 11 de légende. Il y a pas mal de Brésiliens, on l'écoute. Son. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Classico. Sonny, donnez-nous votre 11 des plus grandes légendes du football. Alors, je choisis des joueurs qui ont joué avec moi et qui ont peut-être, j'ai rêvé de jouer avec eux. Alors, dans le but, je mettrais Buffon, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a le charisme et que j'ai jamais eu la possibilité de jouer contre lui et pas avec lui. À droit, Cafu, à gauche, Roberto Carlos. En défenseur central, c'est quand même assez compliqué. Ce que j'ai joué avec, j'ai eu quand même des bons phénomènes, mais je mettrai quand même quelqu'un que j'aurais voulu jouer avec et j'ai pas pu jouer, c'est Chris, notre policier. Sur le côté gauche, j'aurais voulu jouer avec Baresi en défense centrale. J'ai jamais pu jouer avec lui. Alors le milieu de terrain, c'est beaucoup plus compliqué parce que je n'ai joué qu'avec des phénomènes, mais vraiment et que. Je vais mettre devant la défense Guardiola, Pep Guardiola. Je joue en 4-4-2 mon équipe parce que sinon je peux pas faire. Je mettrai de l'autre côté, je mettrai Juninho, Juan Roman Riquelme et Luis Enrique.
Voilà, comme ça je suis tranquille. Barcelonaise, parce que sinon, entre Lyon et Monaco, est-ce que je peux citer des noms, mais c'est. Voilà. Et devant, si je devais jouer, est-ce que je dois jouer? Oui, voilà. J'ai fait avec Ronaldo, R9 et moi. Merci beaucoup, Sonny. De rien. Sonny Anderson dans Classico. Javier Prieto Santos, je t'ai demandé de sélectionner pour nous, non pas tes joueurs de légende, mais tes 3 ou 4 plus beaux souvenirs de foot. Ouais. On va démarrer avec Barcelone, évidemment, et Ronaldo. Nous sommes lors de la saison 1996-97. C'est ton premier souvenir de stade, donc, avec Barcelone? Ouais. Après, c'était... Ça, oui, ce match-là contre Compostelle, c'est extraordinaire. Mais bon, moi, j'ai un premier souvenir de Super Coupe d'Espagne, de Ronaldo, qui vient juste de débouler à Barcelone. En provenance de Eindhoven. En provenance d'Eindhoven. Et qui joue contre l'Atlético Madrid en Super Coupe d'Espagne. Il rentre... à un quart d'heure ou 20 minutes de la fin et nous offre une virgule et une accélération, 2-3 dribbles. Comme il n'y avait pas la télé à l'époque et que moi j'étais en Espagne, je me suis dit il faut que je raconte ça à mes potes, c'est un truc de malade. Moi j'ai eu l'impression de voir un ovni en fait, et c'est là que j'ai pris conscience que en fait j'avais vu les premières images d'un phénomène. Véritablement. Et puis c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie. On en a parlé toute la soirée, j'étais avec mon frère, mes cousins. 15 minutes et ce mec-là nous a retourné le cerveau en 15 minutes. C'était ses premières 15 minutes avec le Barça. Alors après, je peux m'inventer une vie. J'avais pas la télé néerlandaise chez moi, ni la télé brésilienne. Et en Espagne, je me souviens que personne ne connaissait ce jour-là et qu'on critiquait dans Sport, dans AS, dans Marca, son prix qui était faramineux pour l'époque. Et bon, aujourd'hui, c'était une très grosse affaire. Ouais. Allez, on va écouter le commentaire sur son but contre Compostelle, son fameux but où il dribble tout le terrain. Barcelona recoge Ronaldo esférico. Baise de Chiva que entra. Va a llegar a área, encara José Ramón, sigue. Baise de William. Atención a Ronaldo, qué barbaridad de gol. Gol. 14 toques en 9 segundos. Robson, madre mía, se lleva las manos a la cabeza. J'ai trouvé le commentateur presque calme vu la performance incroyable du but. Bon. Autre souvenir que tu as sélectionné, Javier, il y a le match de Zidane lors de du quart de finale de la Coupe du Monde 2006. Et puis contre le Brésil. On n'a plus le temps de passer l'extrait. Autre match, Barça-PSG 2017. Tu étais sur place? Pour la remontada, non? J'étais pas sur place. La télé? J'étais en bouclage. Est-ce que je peux me permettre de raconter l'anecdote? Raconte-nous l'anecdote parce qu'elle est assez folle. Bon, pas folle, mais j'étais en bouclage avec justement Christophe Glaise, qui est le journaliste qui a écrit le papier sur Nicolas Potier, qui est un fan du PSG. Et qui me dit le PSG a gagné 4-0 demain, c'était son anniversaire, il allait au Camp Nou le lendemain pour suivre le match. Il me dit c'est mon anniversaire, on peut pas perdre, c'est impossible, machin. Et je lui ai dit on va miser quelque chose. Si le PSG est éliminé, tu vas manger ton caca dans une petite boîte, un petit Tupperware. Et je vais te filmer. Et donc tout ça est filmé évidemment. Et le lendemain, enfin pas le lendemain, mais l'après, 2 jours après, je le vois, je lui dis mais bon, on fait comment? Et il était prêt à le faire. Je lui dis non mais t'inquiète pas, on n'est pas des animaux, mais effectivement il y croyait mordicus, et moi je croyais aussi mordicus que s'il y avait une équipe qui pouvait se faire éliminer comme ça, c'était malheureusement le PSG. Alors il y a une autre anecdote que je voudrais que tu nous racontes, il nous reste 30 secondes. C'est à propos d'une enquête. Tu as travaillé sur le mariage de Ronaldo à Chantilly. Non, c'était pas une enquête, j'étais intermittent du spectacle. Ah, d'accord. À l'époque. On m'avait proposé de travailler sur le mariage de Ronaldo. Donc voilà, j'étais régisseur et j'avais passé, donc j'ai passé la soirée au mariage de Ronaldo. J'ai pas beaucoup travaillé, à vrai dire. J'ai surtout profité de Fatboy Slim parce que c'était le DJ de ce mariage. D'accord, pas mal. De Figo, de Elguera, de Raoul. Et j'ai souvenir de joueurs complètement torchés au bout de 2 verres qui faisaient n'importe quoi, et que Ronaldo avait très très vite quitté les lieux avec sa dulcinée. Mais c'était... Il est parti au bout d'1 heure de son propre mariage.
Non, pas au bout d'une heure, mais ça a été l'un des premiers à partir, ouais. Et tous ces autres coéquipiers, pour le coup, étaient restés. Ils étaient repartis complètement torchés dans des très très grosses limousines. Et le château de Chantilly, de mémoire, a dû faire jouer quelques assurances, ouais. Donc ils étaient plutôt énervés sur certains comportements, mais c'était marrant. Javier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de Classico. On peut retrouver le nouveau numéro. Et ben voilà. Fatboy Slim pour terminer cette émission. Classico à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À suivre, Cyril Sa, Cohen et le Festival Oriental d'Avenir Avenir, messieurs Benjamin et Alexis. Merci à vous. Belle soirée sur Radio J et lundi prochain pour la 100e de Classico avec comme invité Luis Fernandez. Radio